Alors, comme beaucoup le savent et ont suivi le séminaire depuis longtemps, ce séminaire, enfin la direction d'études, si vous voulez, qui en est l'occasion, s'intitule « Histoire des images et des représentations dans l'Occident médiéval ». Alors, je ne vais pas ici redire comment j'entends l'ensemble de ce champ, qui est évidemment très vaste, qui peut recouvrir énormément de choses, je dirais d'une certaine manière toute l'histoire, puisque toute l'histoire est représentation. En mettant l'accent particulièrement sur les images, j'entends là encore un champ très vaste, qui concerne à la fois les images matérielles, bien sûr, et notamment les miniatures que nous indexons et analysons dans le groupe d'images, mais dont vous verrez un certain nombre dans le courant de l'année en relation avec le thème du séminaire de cette année. Et je me propose rapidement je vais le dire, de travailler avec vous sur un manuscrit particulier qui m'intéresse spécialement, comme j'ai pu le faire pour d'autres objets de ce genre les années précédentes. Donc les images matérielles, mais aussi des images immatérielles, ce qu'on appelle aujourd'hui des images mentales, qui sont des images visionnaires, des images de rêve, et certains le savent, c'est un des thèmes qui m'intéresse beaucoup, de mettre en relation images matérielles et images oniriques, et en même temps, à travers ce double rapport à l'image, de concevoir une troisième dimension de l'image qui est l'image au sens anthropologique, c'est-à-dire comment l'homme lui-même, défini par la Bible comme image, imago Dei, se pense en tant qu'il fait partie d'un ensemble qui le lie notamment à Dieu et au Moyen-Âge. Et ceci pose de très vastes problèmes, notamment le problème de l'identification, le problème de la subjectivité. Je tiens à dire que, à mon sens, il n'y a pas de sujet autonome au Moyen-Âge, il n'y a qu'un sujet dans son rapport à Dieu, donc dans son rapport d'image à Dieu, qui est le prototype de cette image, mais un Dieu particulier, puisque lui-même est devenu homme, selon le Nouveau Testament, et donc est entré dans l'histoire. Et ceci révolutionne, si j'ose dire, complètement la tradition monothéiste, juive d'abord, mais dont on retrouve également une version dans le domaine musulman. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces problèmes qui m'intéressent et sur lesquels je serai amené à revenir sans arrêt, à croiser, en même temps à croiser avec d'autres préoccupations. Alors, pour simplement vous donner quelques orientations dans ce domaine, je vous redistribue ici une bibliographie que j'avais déjà donnée l'année dernière, que je n'ai pas profondément modifiée, qui est une bibliographie concernant les images médiévales telles que j'entends. Elle n'est évidemment pas exhaustive, mais elle peut vous être utile, à certains d'entre vous au moins, dans vos travaux. Voilà. Donc il y a 2 pages. Alors, ce n'est pas vraiment la bibliographie du séminaire cette année, elle est là. C'est une bibliographie plus générale qui concerne les orientations profondes du séminaire. Et je pense que certains de ces titres, beaucoup vous sont connus déjà, mais certains de ces titres peuvent vous rendre service. Alors, j'en viens maintenant au séminaire de cette année. Dans le programme d'enseignement, j'ai donné pour titre « Les lieux du temps ». Comme nous sommes amenés à rédiger ces programmes assez tôt, ensuite on continue naturellement de réfléchir, la pensée peut évoluer, et à vrai dire ce n'est pas exactement le titre que je donnerai aujourd'hui, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel y est, c'est-à-dire que j'aimerais travailler encore, je dirais, parce que ce n'est pas tout à fait nouveau dans ce séminaire, sur la question du temps, mais plus précisément sur la question du rythme. Et déjà l'an dernier, en annonçant un séminaire portant sur les représentations du temps au Moyen-Âge, ce qui m'intéressait beaucoup et ce dont j'ai surtout parlé, c'est en fait la question du rythme, ou plutôt des rythmes sociaux. Je l'ai montré tout l'an dernier en travaillant sur un récit de vision, un livre visionnaire,
celui d'une nonne rhénane, Élisabeth de Schönau, au XIIe siècle, qui, pendant 13 ans, à la fin de sa vie, entre l'âge de 23 et l'âge de 36 ans, âge auquel elle est morte, a eu des visions presque quotidiennes, exactement des extases, c'est le terme qu'elle donne, dans l'ordre du calendrier, commençant à la Pentecôte, c'est-à-dire le 18 juin 1152, une date précise, elle a presque tous les jours eu des extases qui la mettaient en rapport avec le saint fêté ce jour-là, ou bien éventuellement la Vierge, sainte aussi bien sûr, ou le Christ, s'il s'agissait d'une grande fête christique du calendrier. Elle a commencé à la Pentecôte pour suivre cet ordre du calendrier liturgique qui pourtant commence pour l'Église à l'Avent. Ce qui fait que, par exemple, dans la légende dorée, c'est bien l'Avent, n'est-ce pas, qui est le point de départ du cycle des saints. C'est normal. L'Avent, c'est le début de l'année liturgique. Il y a beaucoup de débuts d'année au Moyen-Âge. Il peut y avoir le 1er janvier comme année civile, mais pas nécessairement le 1er janvier. Ça peut être le 1er mars, ou ça peut être même une fête mobile, la fête de Pâques. Donc c'est très compliqué. Mais l'année liturgique, de toute manière, commence à l'Avent, et cela pour des raisons très importantes et intéressantes qui tiennent à la symbolisation du temps. Parce que l'Avent, temps de préparation, temps de jeûne et de préparation, est aussi pensé dans la représentation globale du temps de l'humanité comme un temps de préparation dans l'histoire, c'est-à-dire depuis les origines, depuis Adam jusqu'à Moïse. Il y a donc une mise en correspondance d'une période de l'histoire universelle avec une période du temps calendaire de l'année, la première période. Donc on s'attendrait à ce que Élisabeth de Schönau commença son année visionnaire à l'Avent, mais pas du tout, elle commence à la Pentecôte. Ce qui montre bien que, en fait, elle s'identifie aux apôtres, elle s'identifie à ceux qui reçoivent l'Esprit, et elle reçoit en effet ces visions, et ces paroles divines qui lui sont transmises par un ange, qu'elle entend simplement, qui lui viennent dans la bouche, dit-elle, qui lui tombent dans la bouche. Elle n'est pas l'auteur de ces paroles, ce sont des paroles divines qui tombent dans sa bouche. Qu'est-qui dit, enfin qu'est-qui dit, qui dit Oréméi, quelque chose comme ça, lui tombe dans la bouche, et à travers elle, Dieu parle. Et il parle d'ailleurs soit en latin, soit en allemand, c'est la région de Bonn. Et elle dicte ces paroles à son frère Egbert, qui est un moine, donc qui est frère doublement, frère spirituel, mais frère de sang aussi, lequel transcrit tout cela en latin, et explique que pour le latin, il a été très fidèle, mais que pour l'allemand, il a adapté quand même, parce qu'il fallait traduire, mettre, en réalité, mettre en écrit, mettre en forme. Alors cet extraordinaire témoignage autobiographique, puisque tout cela est à la première personne, même si c'est Egbert qui transcrit, obéit à un rythme qui est calendaire et qui se reproduit année après année, ce qui fait que les mêmes fêtes, on les retrouve pendant 13 ans. Là, par exemple, je vais montrer en particulier l'intérêt pour elle de la fête de l'Assomption de la Vierge. Et comment, année après année, la révélation qu'elle recevait pour l'Assomption se précisait et arrivait finalement à lui faire dire que la fête de l'Assomption ne doit pas être fêtée le 15 août, mais le 23 septembre. Je vous livre ce témoignage dont nous pourrons discuter. Ce qui est évidemment assez étonnant, mais c'est naturellement la Vierge qui le lui disait en extase. Et ça a eu un certain succès d'ailleurs. Voilà, donc il y a eu, vous voyez, cette manière de vivre le rythme calendaire qui m'a intéressé dans ces récits. Mais j'ai aussi montré l'an dernier comment on pouvait, dans certaines images, et notamment des images sérielles, essayer de reconstituer des rythmes qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais des rythmes à travers les formes, la répétition des formes, mais aussi à travers
les couleurs. Et j'ai pris comme exemple, je le remontrerai parce que c'est un document qui me plaît beaucoup, enfin auquel je suis très attaché, le psautier de l'archevêque de Trèves, Ecgberht, à la fin du Xe siècle, donc période ottonienne, qui est divisé, non pas en 10, comme c'est le cas en général dans les psautiers français ou anglais du milieu du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, mais en 15. En 15 parties égales de 10 psaumes. Donc le 1, les psaumes initiaux importants, c'est le 1, le 11, le 21, le 31, etc., jusqu'au 141, puisqu'il y a 150 psaumes en tout. Et chaque initiale de ces psaumes forts, 1, 21, etc., comprennent l'effigie d'un des prédécesseurs d'Ecgberht depuis l'origine du siège métropolitain de Trèves. Origine qui, selon la légende, remonte à Saint-Pierre, puisque c'est un disciple, Eucharius, de Saint-Pierre, qui est venu à Trèves prêcher, convertir et établir l'Église. Et donc chacune de ces effigies est semblable aux autres. Il s'agit d'un archevêque en pied, mais il y a deux différences en alternance, image après image. Le fond, qui est soit géométrique, soit animalier, et le geste de l'archevêque. Le premier faisant ce geste qui est un geste liturgique, qui est le geste du prêtre au canon. Le deuxième étendant les mains dans le geste de Laurent. Le troisième rabattant de nouveau les mains. Le quatrième, etc. Et donc on a ainsi, sur une série de 15, une sorte de danse, j'appelle ça la danse des archevêques, une sorte de danse, vous voyez, par ce mouvement alterné. Voilà donc un rythme, là encore. Et un rythme qui est lié naturellement au rythme même de la prière, puisque le psautier doit être prié en une semaine, tout entier. Donc c'est le rythme même de la parole et du chant, de la psalmodie, qui s'exprime aussi dans le rythme des images, et notamment dans ce cas extraordinaire, n'est-ce pas, unique à ma connaissance, de cette danse d'archevêque. Donc voilà quelques-uns de ces documents sur lesquels j'aimerais continuer de travailler, en élargissant et en réfléchissant cette fois de façon beaucoup plus large à cette question du rythme au Moyen-Âge. Alors je vais aujourd'hui commencer au moins à présenter les grandes lignes d'une problématique. Une problématique qui est en cours de définition. Ce que je vais dire là, ce n'est pas nécessairement ce que je vous dirai dans 3 mois, ça n'a pas d'importance, mais j'aime bien, il faut que le séminaire soit aussi l'expression de cette recherche en cours, et donc avec des remords, des repentirs, des erreurs que l'on corrige au fur et à mesure, et c'est ainsi que l'on peut progresser un peu. Alors ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est d'une part vous faire une bibliographie que je vais vous donner sur le temps et le rythme. Et je dis bien le temps, qui sera en quelque sorte le cadre général. Naturellement, la bibliographie sur le temps, elle est infinie, donc, et surtout pour des historiens, parce que le temps, on en trouverait partout, mais un certain nombre de travaux peut-être plus importants, plus spécifiques sur le temps, sur le calendrier, etc. C'est ce qui, dans la bibliographie, est en caractère italique, mais clair. Et d'autre part, en caractère gras, en caractère maigre, je voulais dire, en caractère gras, ce qui est plus spécifiquement lié à la question du rythme. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a peu de travaux qui portent explicitement sur le rythme. Peu de travaux où le mot rythme, travaux historiques où le mot rythme apparaissent dans le titre lui-même. Mais il y en a quelques-uns. Il y a, et dont je vais parler dès aujourd'hui, notamment un article important, assez fondateur du grand linguiste Émile Benveniste sur le rythme, exactement la notion de rythme dans son expression linguistique, un article de 1951. Il y a un colloque allemand qui comporte le mot dans le titre
Attendez, je ne l'ai pas mis. Bon, peu importe. Oui, en tout cas, un colloque allemand ou un recueil allemand qui s'intitule Rhythmus und Saisonalität. Donc le rythme et la saisonnalité, hein, le rythme des saisons. En réalité, il y a de tout là-dedans, beaucoup de choses sur le temps tout simplement, et pas vraiment spécifiquement sur le rythme, mais il y a un certain nombre d'études dedans, d'articles qui vont être utiles. Et voilà, mais c'est à peu près tout, c'est-à-dire que le rythme, il faut le chercher, mais quand on y pense, on le trouve partout aussi. C'est-à-dire qu'il suffit de se préoccuper de la question pour... d'une part, trouver de nombreux documents ou même lire des livres où la question est posée implicitement, sans parfois que l'auteur s'en rende compte, ou bien regarder autour de soi et se rendre compte à quel point la question du rythme est importante aussi, mais différemment dans notre société. Il suffit de regarder, il y a une affiche de métro en ce moment où ça s'étale en toute la vie. À partir du moment où on a une idée, évidemment, on en trouve des vérifications un peu partout. Alors je vous fais passer cela. Pour les bibliographies, s'il y a des restes, que ça revienne, comme ça je pourrais les redistribuer. Et je ne commente pas, évidemment, tout ça. Il y a 4 pages. Et naturellement, depuis que j'ai préparé cette bibliographie, d'autres titres me sont venus à l'esprit. Donc je mettrai à jour, là aussi, la bibliographie le moment venu. Mais je pense que, comme point de départ, ça suffit amplement. Et donc, c'est plutôt dans le cours de mon exposé que je vous donnerai quelques explications sur ces travaux. Donc, mon projet est de définir la société médiévale par les rythmes et tous les rythmes qui l'animent. Hein ? Alors, c'est une gageure, bien sûr, c'est un défi, c'est immense. Mais je pense que c'est très important. Et je m'appuie pour le penser sur au moins 3 éléments, je dirais. D'une part, ce que je sais, disons, de la culture médiévale, et notamment ce que j'ai pu en apprendre en travaillant sur les documents dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi, par exemple, sur les gestes, sur la gestualité, hein, qui, naturellement, fait partie de ce problème, même s'il est encore beaucoup plus large que ça. C'est déjà large aussi. D'une part. D'autre part, ce que je sais des sciences sociales et de l'importance que cette question a revêtue et revêt encore aujourd'hui dans des travaux de sciences sociales, qui ne sont pas nécessairement l'histoire, mais c'est évidemment un thème qui est absolument transdisciplinaire, interdisciplinaire, et qui a été explicité au début du XXe siècle par les fondateurs des sciences sociales, et notamment de la sociologie. Marcel Mauss, en particulier, dans un travail qui n'est pas mentionné ici, mais je vous fais passer une petite feuille dont vous pourrez déjà compléter, si vous voulez, à la main, dans son essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, étude de morphologie sociale, qui est un article de 1904-1905, donc ça fait un siècle, hein, a essayé de montrer comment les Esquimaux, et vous savez que Marcel Mauss, évidemment, comme tous les ethnologues de son époque, ou les anthropologues, ethnologues, ethnographes, se disait-il, de son époque, n'est jamais allé sur le terrain. Donc il n'a jamais vu un Esquimau de sa vie. Hein. Mais il travaillait sur la littérature ethnographique du XIXe siècle. Donc depuis le début du XIXe siècle. Et à partir de là, faisait une théorie qui reste, elle est datée naturellement, mais en même temps, dans ses intuitions, elle reste souvent pertinente. Et Marcel Mauss montrait comment la vie des Esquimaux était rythmée en 2 saisons. Ça, c'est un problème dont il faudra reparler pour le Moyen-Âge aussi, en 2 saisons, sur une saison d'hiver et une saison d'été, hein, qui suppose une mutation radicale de l'ensemble de la vie sociale. Non seulement les activités de pêche ou de chasse, hein, liées naturellement à la libération des eaux, à la fonte des neiges, des glaces d'un côté, et au contraire
à l'extension de la glace de l'autre. Donc, mutation du mode de résidence, mais aussi par l'agrégation dans la période d'hiver de la communauté, au contraire son éclatement, son morcellement et sa diffusion dans l'espace en été, liée à des activités de pêche et de chasse différentes, une mutation radicale de la communauté elle-même, dans ses bases, dit-il, religieuses, morales et juridiques. Voilà, le vocabulaire évidemment tout à fait daté, mais ce type d'hypothèse reste très important, c'est-à-dire que le rythme n'est pas simplement une manière de danser ou d'écouter de la musique en remuant la tête, c'est beaucoup plus important. C'est toute l'organisation sociale qui est soumise et qui crée en même temps une certaine rythmicité. Et en même temps, puisqu'il s'agit, vous voyez dans le vocabulaire de Mauss, des fondements religieux, moraux et juridiques, il s'agit en même temps de la définition même de chacun dans cette communauté. Pas seulement la collectivité, mais aussi la subjectivité ou l'individualité, en tout cas, de chacun dans la communauté, liée à ces mutations profondes et ces alternances dans le temps de la nature sociale, de la nature de la société. Donc ça, c'est un premier exemple. Et à la même époque, en Allemagne, Simmel fondait lui aussi sa réflexion sur le rythme pour essayer de comprendre, historiquement cette fois, le passage de sociétés traditionnelles, médiévales, aux sociétés modernes. Et comment, et là je crois que c'est très fort, ça il faudra que j'en reparle ici, mais précisément, bien sûr, là je ne fais qu'annoncer ainsi des pistes, comment la monnaie a entraîné des modifications profondes dans le rythme social. Et ça, on le comprend très bien aujourd'hui. Pensez à ce qu'est le rythme fondamental pour, je dirais, la plupart d'entre nous. C'est un rythme qui est effectivement un rythme marchand aujourd'hui. C'est-à-dire que la scansion, disons, métro, boulot, dodo, tellement dénoncée dans les années 60, non sans raison, et qui reste fondamentale pour beaucoup de travailleurs, disons-le, aujourd'hui. La scansion des rythmes scolaires, qui sont liés, en fait, bien sûr, sans doute aux besoins supposés des enfants, mais aussi aux possibilités même de la société et des parents, pour commencer. Les rythmes hebdomadaires ou les rythmes annuels du loisir et du travail. Tout ceci est évidemment marqué par les notions de production et donc d'argent, disons-le, qui sont au cœur même du fonctionnement social aujourd'hui. Alors Simmel a pensé cela. Alors il faudra peut-être en faire la critique, voir comment il s'exprime, mais historiquement, il y a quelque chose d'important. Parce que ce qu'on va faire ici, c'est plutôt essayer, dans la synchronie, de comprendre l'articulation de rythmes différents dans une société, mais on ne peut pas échapper en historien à la question de l'évolution, savoir comment, sans doute dans la très longue durée, les rythmes changent, alors même que certains restent évidemment très marqués par le passé de notre société. À telle enseigne que le week-end n'est jamais qu'une sorte d'extension ou d'expansion du jour du Seigneur, bien sûr. Dans cette littérature ethnologique, un autre grand penseur, qui est Lévi-Strauss, s'est penché de très près sur la question des rythmes dans ses mythologiques, plus exactement dans le volume 2 du Miel aux cendres, où les deux dernières parties de l'ouvrage, qui s'intitulent Août en carême, Août en carême, et les instruments des ténèbres, concernent exclusivement la question du rythme. Août en carême, c'est évidemment la fête, disons qu'on pourrait appeler le carnaval, c'est-à-dire la fête avant l'abstinence, avant le jeu. Donc un rythme très marqué, l'opposition entre deux pôles est très forte. Et les instruments des ténèbres, c'est ce texte qui lui a permis de réfléchir aussi sur les usages du bruit, les usages rituels du bruit dans la Semaine Sainte,
ou dans des phénomènes rituels comme le charivari. C'est-à-dire comment le bruit et la cacophonie est l'expression de la disjonction, dans ces termes, la disjonction sociale. Disjonction qui est pensée au niveau cosmique, disjonction, une éclipse par exemple, et on a des textes du haut Moyen-Âge qui montrent en fait des charivaris d'éclipses. Je pense au fameux Agobard, n'est-ce pas, le texte d'Agobard de Lyon au IXe siècle sur les Tempestarii, c'est un texte qui est étudié actuellement à Lyon et qui va faire l'objet de nouvelles publications, montre très bien cela. Mais aussi dans la liturgie de la Semaine Sainte, naturellement, l'usage des crécelles, par exemple, relève tout à fait de ces pratiques que Lévi-Strauss, lui, étudiait dans des sociétés très différentes, les sociétés amazoniennes en particulier, mais avec, là encore, des conclusions, des réflexions sur notre propre société. Et ça, je pense que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que, en tout cas, je ne conçois pas personnellement mon métier d'historien autrement. C'est-à-dire que l'étude du Moyen-Âge est impossible si on s'enferme dans le Moyen-Âge. Et ce n'est que par l'écart que l'on peut faire surgir un peu de sens. Bon. Et l'écart, il est soit chronologique, évidemment, par exemple par rapport à l'Antiquité, ou par rapport à une organisation sociale totalement différente, celle de la cité, celle de l'esclavagisme, etc., par rapport à des périodes plus récentes, et en particulier par rapport à la nôtre, où là, je pense, depuis, disons, la Révolution, en gros, ou la Révolution industrielle, la rupture est très forte, ce qui n'empêche pas des continuités. Et d'autre part, l'écart, qui pour moi est tout aussi essentiel, c'est l'écart anthropologique, c'est-à-dire que c'est par comparaison avec des sociétés totalement différentes et qui n'ont pas eu qui sont certaines des sociétés contemporaines aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu de rapport direct historique avec le Moyen-Âge, que l'on peut, par comparaison, faire surgir soit des analogies, soit surtout des différences. Donc ces deux textes dont je parle, et j'ajoute celui de Simmel aussi, dont je reparlerai, me paraissent de ce point de vue-là très importants. Je vous fais passer là une feuille qui vous donnera la bibliographie précise de ce dont je viens parler, qui est à rajouter donc à la bibliographie que je vous ai donnée. Vous avez trouvé le rythmus. Voilà, excusez-moi, oui. Où est-ce que j'avais... Pourquoi ne l'avais-je pas vu? Ah, peut-être que cette feuille est en fait plus ancienne. C'est Marcel Pérez, Palazzo. Alors, vous avez donc, sauf erreur, Palazzo, au milieu de la page 4. Voilà, c'est ça. Donc, dans la page 4, juste avant Ribémont, vous avez Rhythmus und Saisonalität, Kongressakten des 5. Symposiums, etc., de Göttingen. Donc c'est un volume où il y a beaucoup d'historiens de la littérature, mais pas seulement, d'historiens de la société, d'historiens économiques aussi, qui parlent d'un certain nombre de choses dont je vais parler tout de suite. Donc de 1995, c'est un des rares ouvrages où le mot rythme est présent. Vous voyez d'ailleurs qu'en allemand, ça s'écrit avec un H, c'est-à-dire que le H qui a disparu en français au XVIe siècle, mais qui était présent en latin et en grec d'une certaine façon, le H est toujours présent en anglais, rhythm, et en allemand aussi, rhythmus. Voilà. En italien, c'est différent, puisque les Italiens n'aiment pas le H, ils n'ont pas hellénisé, contrairement à... Voilà, donc vous avez ce volume aussi. Alors, voilà, donc je reviens à la définition. Vous m'arrêtez s'il y a des questions, si vous voulez des précisions. Je reviens à la problématique générale. Donc, essayer de définir, d'étudier la société à travers ces rythmes. Et j'utilise bien sûr le pluriel. Et partant de l'idée que les rythmes sont importants pour nous, ça ne veut pas dire qu'ils le sont autant qu'au Moyen-Âge, ils le sont différemment, et cela aussi bien dans nos vies individuelles que dans nos vies collectives. Les rythmes biologiques, par exemple. Nous vivons tous d'un rythme au moins du cœur, de la respiration, consciemment ou non. L'alternance du jour et de la nuit, des saisons, de la veille et du sommeil, qui est une nécessité biologique, même si naturellement nous la saisissons dans ces représentations culturelles. Les rythmes du travail,
Et pensez au travail à la chaîne. Les rythmes de la musique, enfin de la parole d'abord, de la musique, de la danse, du chant, et ça c'est fondamental au Moyen-Âge, et je voudrais en parler d'abord. Les rythmes scolaires, travail, loisirs, les migrations automobiles, journalières, hebdomadaires, annuelles, le mois d'août, etc. Entre la ville et la banlieue, donc un problème d'espace en même temps, départ, retour, etc. Donc tout cela, nous le vivons et nous en prenons plus ou moins conscience en même temps. Alors qu'est-ce que le rythme? Alors très sauvagement, si j'ose dire, j'ai essayé de me donner une espèce de, non pas de définition, mais d'orientation générale. Et qui ensuite, bon, peut être précisée à la lumière d'un certain nombre de définitions que l'on peut trouver dans les dictionnaires. Ce qui paraît important, je dirais, c'est trois choses. D'une part, c'est un usage du temps. Et plus exactement, une manière pour le temps de s'incarner dans de la matière, dans des corps surtout. Pensez à la danse. Bon. C'est-à-dire que c'est du temps incorporé, qui est lié à des pratiques corporelles, comme la danse, des pratiques sociales, la succession du travail et des loisirs, des pratiques matérielles, les sonneries des cloches, les instruments de musique. Tout cela est bien autre chose encore. Parmi les pratiques sociales, j'insisterai en particulier sur les redevances paysannes, c'est-à-dire quand est-ce qu'on paie ses impôts. Ça, c'est un rythme très important. Bon, hélas, si j'ose dire. Alors, on peut se faire mensualiser aujourd'hui. Bon, ça, du coup, on l'oublie un peu. Ça se fait automatiquement. Puis, il y a la retenue à la source. Alors là, il n'y a plus de rythme du tout, conscient. Mais sinon, c'est le tiers provisionnel. C'est ça. Le tiers provisionnel, mais ça ne se passe pas du tout comme ça au Moyen-Âge. Et ça, c'est essayer de comprendre ce qui caractérise en particulier le paiement des redevances au Moyen-Âge. Et j'avais d'ailleurs montré l'an dernier en commentant ici un ouvrage qui est apparu, et c'est celui qu'a publié John Baldwin, que vous avez en deuxième position dans la bibliographie, le livre des terres et des revenus de Pierre du Tillet. Pierre du Tillet, qui est un bailli, un officier, et qui a un censier. C'est le plus ancien en France que l'on connaisse. Et l'on voit chez lui, mais chez bien d'autres aussi, dans bien d'autres seigneuries, en particulier en Allemagne, je vous ai donné un certain nombre de références, qu'il n'y a absolument pas d'unité au niveau de la seigneurie, enfin au niveau du seigneur, au niveau de chaque seigneurie qu'il peut posséder, ou dans les seigneuries au niveau de chaque village. Il n'y a aucune unité dans le paiement des redevances. C'est-à-dire que dans un village qui dépend d'un seigneur, alors certains villages, alors en général on dépend en fait de plusieurs seigneurs, c'est ça qui complique tout. Mais supposons que dans un village il y a X tenanciers payant des redevances à un seigneur, le même, eh bien chacun va payer autre chose, alors même que en gros ils ont les mêmes biens, la même fortune, la même activité et les mêmes revenus. Alors pourquoi? Alors bien sûr, les deux explications qui viennent immédiatement à l'esprit, c'est un, c'est très injuste, cette société médiévale, féodale. Deux, c'est totalement irrationnel. Puis en réalité, c'est peut-être injuste, mais c'est certainement rationnel. C'est-à-dire que ce qui entre en ligne de compte, ce sont d'autres types de relations que les relations purement économiques, purement sociales. Des relations avec des facteurs extra-économiques, comme on dit, des relations qui sont liées à des relations personnelles, ou à des droits coutumiers liant telle et telle personne. Alors ça, c'est très important parce que du coup, chacun va payer des redevances différentes, en nature ou en argent, et à des moments différents. Alors, par exemple, il y aura 3 termes, mais pour l'un paiera plutôt à la Saint-Michel, et puis l'autre plutôt à la Saint-Martin, etc. Mais c'est le calendrier, actuellement, qui entre en ligne de compte toujours. Et puis, les redevances elles-mêmes, en volume, diffèrent. Bon, l'un d'eux paiera à Pâques 10 œufs, et un autre 20 œufs, sans qu'on sache apparemment pourquoi. Et c'est là, évidemment, que commencent les difficultés. Donc c'est l'ensemble de ces rythmes-là qui me paraissent importants, et qui font donc que ce rythme, si vous voulez, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est d'emblée une matière sociale.
Hein, c'est du corps, c'est du geste, c'est de la musique, c'est des impôts. Et c'est ce que j'appelle donc le temps incorporé. C'est-à-dire que ça m'intéresse plus, tout est lié, hein, il faut tout étudier, mais ça m'intéresse plus que la représentation abstraite du temps, par exemple, chez un théologien, ce qui est important, et si c'est contemporain, il faut quand même l'étudier aussi. Mais c'est plutôt ça que je vise, hein, c'est pratique sociale du temps. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que c'est nécessairement un temps récurrent. Dans le rythme, il y a évidemment l'idée d'une série et d'une récurrence. Il faut qu'il y ait un élément qui revienne, au moins. Alors, c'est le tempo d'une musique, par exemple. Bon, c'est le refrain d'une poésie, d'un chant, ou de certains mots, ou de certaines intonations, hein, quels que soient les mots. Et en même temps, c'est la variation. Parce que si la série est toujours égale à elle-même, comme par exemple la série des secondes, hein, ben c'est pas un rythme. Le décompte des secondes, ça fait pas un rythme. Ce qui fait un rythme, c'est le jeu sur les secondes. C'est le fait que, partant de ce tempo-là, vous créez une musique qui, naturellement, en joue. Vous aurez donc une base, évidemment, un rythme de base, mais là-dessus, il y a des périodes longues, des périodes brèves, intensives, accentuées, ou au contraire sourdes, etc. La meilleure définition, enfin l'illustration qu'on puisse donner de tout ça, c'est le jazz, aujourd'hui. C'est le jazz. Bon, il y en a d'autres aussi, je suis peut-être un peu ringard là. Mais ça m'inspire plus que la techno. Mais le jazz, c'est bien tout ça. C'est-à-dire que c'est à la fois, bien sûr, une pratique sociale, hein, dans sa totalité de pratiques corporelles, de pratiques musicales, sonores, collectives, etc. C'est bien sûr une récurrence, car il y a bien un élément qui revient sans arrêt, mais c'est en même temps une variation, et d'autant plus sensible qu'elle est improvisation, puisque le jazz, en fait, s'improvise au fur et à mesure de la performance. Cette notion de performance est particulièrement importante. Alors, comme vous le savez, c'est une notion anglo-saxonne, hein, performance, bon, qu'on utilise facilement en français, et dans l'ensemble des travaux qui, à mon sens, rendent le mieux compte de cela, il faut lire les travaux de Paul Zumthor, qui est peut-être de tous les spécialistes de littérature médiévale, celui qui a le plus précisément et le mieux exprimé cette importance considérable de la performance, qui fait que littérature doit s'écrire entre des guillemets, car en fait, pour Zumthor, il n'y a pas de littérature médiévale. Et il a raison. Si on entend littérature au sens où nous entendons littérature, il n'y a pas de littérature médiévale. La littérature, c'est de la performance, c'est-à-dire qu'elle est chantée d'abord, hein, elle n'est pas écrite pour être lue, elle est faite pour être entendue, que ce soit de la chanson de geste style Roland, soit Chrétien de Troyes, hein, c'est pour être performé, pour être agi et pour être entendu. Et du coup, il n'y a pas de version canonique, de version fixée, mais une improvisation qui, bien sûr, n'empêche pas qu'il y ait une forme fixée dans tel ou tel manuscrit, mais qui d'ailleurs, selon les manuscrits, peut changer. Mais surtout, il y a cette performance à chaque fois. Et une des questions, évidemment, c'est de savoir comment repérer la performance dans le texte écrit et sous forme littéraire. On a remarqué, par exemple, que dans la chanson de Roland, il y avait en fait 3 morceaux, hein, 3 parties. Et cela se repère par la reprise d'une sorte de, non pas de refrain, mais au contraire d'introduction, hein, de remise en action, si vous voulez, du texte à un moment. Ce qui distingue ainsi 3 moments. Et on pense que cela correspond justement à une performance en 3 étapes, c'est-à-dire 3 soirées, par exemple, hein, comme on pouvait raconter les 1001 nuits. Chanter ça. Donc, récurrence, variation, incorporation du temps, voilà à peu près ce qui pourrait définir cela.
Et ce que je voudrais ici expliquer, c'est effectivement comment je m'y prends, c'est-à-dire comment je travaille au départ d'une recherche. Enfin, c'est plus tout à fait le départ, mais j'en suis quand même en fait toujours dans un certain vague. C'est d'essayer de, je dis ça pour vous tous, bien sûr, nous sommes tous engagés dans le même bateau, c'est d'abord essayer de mettre sur le papier des idées et un plan qui, bien sûr, sera remis en cause 10 fois ou 100 fois, mais qui n'est pas du tout un plan définitif, mais qui est une procédure de travail. Hein, là, comment on va avancer. Voilà. Et ce que je dis de cette projection, comme ça, des démarches à faire, je le dis tout autant de la bibliographie. Si je vous donne cette bibliographie, c'est aussi pour vous inviter, quand vous commencez un DEA ou une thèse, tout de suite à faire une bibliographie, c'est-à-dire que vous complétez au fur et à mesure. Si vous attendez 4 ou 5 mois, hein, vous allez être tout à fait désespéré parce que vous serez face à des milliers de titres ou des centaines de titres et il faudra remettre tout ça dans votre ordinateur, ça sera très compliqué. Donc faites-le tout de suite, rajoutez au fur et à mesure et puis vous pourrez toujours enlever après. Donc ce que je vous donne là, c'est évidemment quelque chose qui pourra changer encore, hein, cette bibliographie, mais plus on en a, mieux ça vaut, et après, on peut toujours faire le tri. Alors, de la même façon, en ce qui concerne la problématique, donc la question qui est essentielle toujours, c'est de savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut faire. Donc, je vous ai dit en gros quelle était l'orientation, mais comment on le fait, quelles étapes on se donne, etc. Et donc, ce que je voudrais vous dire là, ce n'est pas un plan du tout, hein, ce n'est pas le plan d'un livre à venir, le plan, j'ai bien le temps d'y penser, mais c'est plutôt les étapes que je me donne. La première étape consisterait à étudier ces rythmes fondamentaux qui insèrent l'homme dans la nature, dans son corps d'abord, et puis dans son rapport à la nature. Donc, rythme du corps, c'est notamment le cœur, ou la respiration, hein, les humeurs, etc. Et rythme de la nature, c'est le jour et la nuit, les saisons, les astres, les marées, le chant du coq, tout ce qui fait vibrer l'homme à l'unisson de cet ensemble de phénomènes qui le dépassent, qu'il ne contrôle pas, mais naturellement dont il n'a que des représentations. Et c'est pourquoi, si je commence là, comme ça, à me poser cette question, ça ne veut pas dire du tout que dans un travail définitif, cela devrait être premier, sous prétexte que c'est la nature, que c'est le fondement biologique, etc. Car, en réalité, nous projetons nos rythmes, notre représentation de rythme sur la nature. Ce n'est pas la nature en soi. Certes, elle a des rythmes. C'est vrai qu'il y a du soleil et puis qu'il y a la nuit. Mais ceci n'est rien, en somme, tant que ça n'est pas médiatisé par une représentation sociale. La meilleure preuve, c'est que selon les cultures, la représentation du jour et de la nuit varie complètement. Et par conséquent, il n'est pas nécessaire de penser qu'il faudra commencer à travailler là-dessus, ou présenter ceci en premier. Je pense que, par exemple, la question du corps, le rapport au corps, le rapport aux humeurs, hein, la menstruation, par exemple, ou bien ce genre de phénomène, bon, est vraiment totalement de la représentation sociale. Et je ne sais pas donc où je le mettrai, si vous voulez. Hein. Mais il y a là un domaine sur lequel on peut travailler, qui est relativement facile à identifier. Hein, je pense à l'histoire, aux textes médicaux, par exemple, aux textes encyclopédiques, aux représentations de l'homme. Bon, il y a, si je veux dire, ma vieille amie Hildegard de Bingen, les Causae et Curae, hein, auxquels, pour tous les sujets, j'ai recours, parce qu'on y trouve tout. Voilà, ça, ce sont des textes qui sont, je dirais, à mi-chemin entre la pensée commune et puis la pensée savante, et donc qui sont pour nous, je crois, d'un très grand intérêt. C'est ce que j'appelle donc les rythmes fondamentaux. Le deuxième niveau, c'est le niveau des symbolisations premières. Je ne suis pas très sûr de mon vocabulaire, mais je vais vous dire ce que c'est. C'est d'abord le niveau de la langue.
Et là, je me pose une question, je crois, importante, à laquelle il est vrai très difficile de répondre, mais qui est tellement difficile que les spécialistes, notamment de la littérature, se la sont pas tellement posés. Comment parlait-on au Moyen-Âge? Comment parlait-on? Et quand on voit aujourd'hui comment une langue, comme le français, par exemple, peut être parlée de façon différente, selon les personnes, selon leur statut, selon les occasions, mais aussi selon leur culture, selon leur insertion sociale. Je veux dire, le français saccadé, un peu rap, comme ça, que vous pouvez entendre dans le métro, et disons la péroraison politique d'un homme politique à la télévision, bon, qui a manifesté dans sa langue même, dans le rythme de la langue, dans la lenteur, dans l'accentuation, qu'il incarne le pouvoir, ce sont deux choses totalement différentes. Donc comment parlait-on au Moyen-Âge? Et je n'entends pas qu'il y avait une seule manière de parler. Comment parlait-on? C'est très difficile. Et je voudrais vous en dire deux mots bientôt. Comment, à partir des textes écrits, évidemment, on peut, ou des jugements sur la manière de parler de l'un ou l'autre qu'on peut trouver dans des textes, on peut essayer de retrouver une certaine rythmicité de la langue. Bien sûr, le texte littéraire, entre guillemets, qu'il soit latin ou vernaculaire, offrera là une piste très importante, et je ferai état des travaux depuis Zumthor, depuis d'autres, plus récents aussi, des travaux qui vont dans ce sens. Donc c'est les noms ici de, outre Zumthor, de Bagnard, dans la première page, Bagnard, Viva Voce, communication écrite et communication orale du 4e au 9e siècle, là, il s'agit du latin, du haut Moyen-Âge. Vous avez un très bon livre aussi de Casal, Yvonne Casal, qui avait d'ailleurs suivi le séminaire il y a longtemps, Les Voix du peuple, Verbum Dei, voilà. Il y a l'article de Nelly Andrieux-Rex, le premier, donc rythme de diction. Voilà le mot rythme ici, une hypothèse pour interpréter certaines pauses dans l'écriture à la main du français, texte que je mettrai en rapport avec le livre de Paul Sanger, Space Between Words, The Origin of Silent Reading, sur la dernière page. Bon, voilà ce genre de travaux, si vous voulez, qui ne s'inscrivent pas du tout dans une problématique d'histoire anthropologique générale, enfin, qui est la mienne, mais qui sont très utiles, et donc il faut chercher, continuer de lire, essayer de réfléchir avec eux, ce qui n'est pas toujours facile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut considérer ces textes dits littéraires sous l'angle de la performance, à la manière de Paul Zumthor, notamment dans La lettre et la voix, enfin dans les deux titres que je vous ai donnés, et puis d'autres naturellement aussi. Performance orale, souffle, chant, auquel participe tout le corps en mouvement. Rappelez-vous que le mot rime, c'est important, n'est-ce pas, dans tout ce qui est poésie lyrique, mais même dans la prose, d'une certaine façon, ça vient de rhythmus, rhythmus, c'est le même mot. C'est à la fin du Moyen-Âge que les deux mots se distinguent. Dans la prose, les assonances, l'accentuation de certaines syllabes, donc les valeurs d'intensité par opposition aux quantités, c'est-à-dire aux syllabes longues, à l'alternance de syllabes longues et de syllabes brèves. Et là, pour le dire en deux mots, sur quoi je reviendrai, mais je parle aussi sous le contrôle de Gisèle Besson, on a un grand phénomène historique ici qu'il faut regarder de près. C'est le passage de la langue latine à la langue antique, à la langue latine médiévale et aux langues vernaculaires médiévales qui ont fait pression dans leur développement sur la langue latine médiévale, c'est-à-dire la lingua latina rustica, comme on dit dans le Haut Moyen-Âge, qui évolue petit à petit. Ça, je parle ici bien sûr des langues romanes, mais on pourrait faire à peu près le même raisonnement pour les langues germaniques. Et ce passage est caractérisé par l'abandon progressif, très tôt, même avant le christianisme, dès le 1er siècle, l'abandon progressif de la quantité, c'est-à-dire des longues et des brèves, au profit de l'intensité, c'est-à-dire de l'accentuation. Et l'accentuation, c'est le rythme, justement. L'accentuation, c'est le fait d'insister sur telle syllabe.
bien placée, bien déterminée dans la versification, naturellement, mais qui est présente aussi. Cette intensification, cette intensité, elle est présente aussi dans la prose, naturellement. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que toute quantification a été abolie, et d'autant plus qu'il y a des phénomènes de retour. Hein. Moi, je vous remercie. Non, je sais très bien qu'il n'a pas été suivi, et puis que j'ai en plus simplifié, naturellement, dans cette présentation. Bon, d'autres, j'en ai parlé avec Michel Zinc, etc., ils ne sont pas d'accord non plus. Mais cela dit, moi, ça m'intéresse. Même s'ils se trompent, ça m'intéresse, parce que ça va dans le sens, c'est pas d'une... oui, si vous voulez, ça va aussi dans le sens d'un décloisonnement des études littéraires. Ça, je crois que c'est important, parce que, bon, ils peuvent se tromper peut-être, pas totalement, mais enfin en partie, même à 20%. Ça n'empêche que c'est une manière aussi d'anthropologiser les choses et donc de les comprendre dans un contexte historique. Et ça, j'y tiens beaucoup, parce que sinon, je ne sais pas quoi faire de la littérature, moi, si c'est uniquement, vous voyez, si c'est de la littérature au sens tout à fait contemporain. Alors, qu'il y ait naturellement, et en plus, il faut distinguer selon les périodes. Hein. Je pense qu'une littérature de la fin du Moyen-Âge, dans les cours, etc., en effet, sans doute plus littéraire, je dirais, que la chanson de Roland. Mais je reste quand même attaché à cette idée-là, et en partie moi, et à l'idée qu'il y a bon, lecture, ça va de soi. Hein. Lecture orale, je veux dire. Lecture orale, ça va de soi. À la fin du Moyen-Âge, peut-être elle est davantage intériorisée, voire même silencieuse, comme le dit Paul Singer. Mais surtout, l'idée de performance, c'est plus que ça, c'est la variation possible. Alors, évidemment, on se pose la question, pourquoi, à un moment, et pourquoi cette forme est fixée dans l'écrit et pas telle autre? Il faut savoir, bon, il faut pas, évidemment, il faut se garder, merci, on est en train de cuire. Il faudrait se garder, bien sûr, de toute simplification. Alors, comme M. Sangini l'a rappelé, c'est assez tôt, à partir du 1er siècle, on observe ces évolutions à travers les textes hongroises en particulier, et qu'on évoque la possibilité déjà d'une évolution latine en raison de l'extension même et de la provincialisation de la langue. Et donc des évolutions vocabulaires qui font que et que donc d'autres modes. Et bien sûr, il y a aussi des mouvements du XIIe siècle dans la lyrique latine. Ça. Alors il faudra le voir sur des textes, peut-être que vous pourriez regarder éventuellement. Enfin, bien sûr, dans toute cette littérature, je rencontre des textes latins ou vernaculaires qu'on pourrait prendre, mais je n'ai pas toujours les compétences non plus pour bien les analyser. Là, un des textes vraiment qui m'a personnellement beaucoup intéressé, c'est celui d'Yvonne Cazal, hein, que certains d'entre vous connaissent déjà, et qui vraiment est très intéressant pour cette question. De même, ce collègue littéraire, qui est Jean-Marie Fritz, hein, dans son paysage sonore du Moyen-Âge, le versant épistémologique, et qui annonce un versant, je ne sais plus comment il l'appelle, pragmatique, si j'ose dire, non, esthétique, voilà, hein, je ne sais pas, c'est pas sorti encore ce livre, je pense qu'il est en cours, versant esthétique à Dijon. Voilà. Bon. Et alors, effectivement, il pourrait nous donner une performance. Le paysage sonore du Moyen-Âge, c'est la question du bruit, du son, hein, du son, du bruit, qu'on retrouve aussi, bien sûr, les cris, par exemple. Hein, les cris, vous savez, toute une littérature sur les cris de Paris, qui est très, très riche, parce que là aussi, le cri politique, le cri marchand, le cri, c'est du rythme dans la vie sociale. Donc ça fait partie de ça, mais le versant épistémologique, ce sont les textes théorisant cette question de la musica, par exemple, dans la culture médiévale. Le versant esthétique sera davantage un travail sur les textes littéraires eux-mêmes. Et pour ce qui est alors, au-delà du latin, de l'apparition de la langue vernaculaire dans l'écrit, évidemment, les tout premiers textes, comme la chanson de Sainte-Foy ou la chanson la complainte de Sainte-Eulalie, hein, sont toujours
cité comme première référence et où ce rythme-là de la langue vernaculaire apparaît parfaitement. Absolument. Alors ça, c'est tout à fait médiéval. Hein. Vous voyez ça plutôt dans des textes, dans des performances actuelles même, comme ethnologue, mais c'est évidemment médiéval. Le problème du dialogue est fondamental. Et ce problème du dialogue est lié aussi au problème de l'alternance entre langue savante, langue vernaculaire. Et naturellement, on le trouve dans le jeu d'Adam ou dans des textes de ce genre. Tout ceci pose aussi la question du rapport avec la liturgie, puisque la liturgie, elle aussi, est une liturgie largement dialoguée, et donc où les deux parties sont le clergé d'une part, les laïcs de l'autre. Ça peut être clergé, naturellement, entre anciennes, etc. Ou alors entre l'ensemble de l'Ecclésia, entre laïcs et clercs. Un des livres, là aussi, qui m'a beaucoup inspiré, qui est peu connu, c'est le livre de Saline, S-A-H-L-I-N, qui est peut-être encore, j'espère pour elle, Marguerite Saline, qui en 1940 a publié en français, mais en Suède, une étude sur la carole médiévale, l'origine du mot et ses rapports avec l'Église. Alors là, on est exactement dans le domaine à la fois du théâtre, de la liturgie et de la danse. La carole étant la danse ou le chant de danse populaire. Et la question qu'elle pose est de savoir d'où vient ce mot. Monsieur Vincenzini, vous savez? Non. Ah, alors je vais avoir le plaisir de vous apprendre quelque chose. C'est que... Les caroles. Voilà. Et alors son hypothèse, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ont été proposées autour de chars, etc. Et son hypothèse, et qui est très convaincante, je veux dire sur le plan philologique, c'est que ça vient de Kyrie eleison. C'est Alors, pourquoi le Kyrie eleison? Parce que précisément dans ces performances dialoguées, l'Église aurait tenté d'imposer aux laïcs des répons, des litanies orthodoxes, qui auraient empêché que l'on chantât n'importe quoi, d'une certaine façon. Bon. Et donc elle s'appuie sur tout un ensemble de textes qu'on connaît, des textes normatifs concernant la performance liturgique dans l'Église. La question des danses, des chants obscènes, parce que les clercs appellent. Et le Kyrie eleison, avec sa scansion justement, ses réponses, etc., aurait été, comme l'Alléluia d'ailleurs, un de ces chants imposés. Et seulement comme c'est du grec, donc Seigneur, protège-moi, mais c'est du grec, ça n'était absolument pas compris, et philologiquement ça a évolué dans les différentes langues. Et ce qu'on a, pour donner finalement carole, je ne donne pas ici, mais on en reparlera l'évolution exacte, du point de vue phonétique, mais ça a donné finalement carole, de même que la deuxième partie du mot, le leison, a donné leis en allemand. Un leis, L-E-I-S, c'est en fait la même chose. Simplement, c'est la deuxième partie du Kyrie eleison, qui a donc donné ça en allemand, le leis, et ici au contraire la carole. Alors je passe ici sur l'évolution exacte. Voilà. Et donc elle voit l'origine de ces danses dans les églises. Et les danses dans les églises sont très importantes, pas seulement pour les laïcs, pour les clercs au Moyen-Âge. On danse, en tout cas à certaines époques, dans certains lieux. Les chanoines, alors on a des textes célèbres à Sens, à Auxerre, etc., des chanoines qui dansent dans l'église, et les laïcs aussi. Voilà. Et la relation avec la scansion même des paroles que l'on demande de chanter est ici assez claire. Voilà, donc tout ça c'est, si vous voulez, ce que j'appelle la symbolisation du rythme dans la langue, dans le chant, dans la musique, dans la danse,
mais aussi bien sûr dans l'image, et notamment dans ce que Jean-Claude Bonne appelle l'ornemental, hein, mais pas seulement, je veux dire, ça peut être aussi dans le figuratif, comme je l'ai dit à propos de la danse des archevêques de Trèves, dans le figuratif, dans la mise en série d'images répétitives. Par exemple, un des manuscrits que j'aime bien utiliser aussi, c'est le Psautier de Blanche de Castille, où l'histoire même de l'humanité, depuis l'origine jusqu'à la fin du monde, est représentée sous forme de médaillons qui s'enchaînent. Et ça, c'est la chaîne ici qui crée une temporalité, enfin, et même une rythmicité de l'histoire. Donc on a là beaucoup d'exemples, et le cas que je prendrai alors cette année, pour étudier ça de près, et pour, à travers les images, retrouver, dans la mesure du possible, une sorte de performance totale, hein, une rythmicité totale, bien c'est le missel de Schamheim, sur lequel on a travaillé l'an dernier dans le petit groupe du mardi après-midi, et qui est donc un missel, un ouvrage liturgique, avec des images, avec du texte, avec de la musique, puisque le texte est nommé, et il est en plus inscrit dans une architecture ornementale qui, en couleur, accompagne la rythmicité orale du chant religieux qui est nommé. Nommé, exactement. Écrit et nommé. Donc on a vraiment à la fois de la musique. Alors bon, je ne serais pas capable de vous chanter ça, mais il y a de la musique, n'est-ce pas ? Il y a du texte liturgique et il y a de la couleur et des images. Voilà, c'est une sorte de totalité ici de la performance. Le troisième niveau de recherche, et encore une fois, ce n'est pas comme ça 3 étapes ou 3 chapitres, hein, ou 4 chapitres, consistera à reconnaître la cohérence et la force structurante tout à fait remarquable du temps liturgique de l'Église. Ici, je rejoins bien sûr les préoccupations de Pascal, d'Éric Palazzo, etc. D'abord parce que l'Église est l'institution dominante dans la société médiévale. C'est la seule qui est une extension à l'échelle même de la chrétienté et qui est dominante matériellement et idéologiquement. Et que parmi toutes ces formes d'imposition culturelle, sa conception du temps, de tous les temps, c'est-à-dire aussi bien du temps historique, conception du temps du salut, que du temps vécu à l'échelle de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, donc dans une conception cette fois plus linéaire, plus circulaire au contraire, plus cyclique. C'est la conception du temps de l'Église qui s'impose très largement, même si, et je renvoie ici à l'article par exemple de Jacques Le Goff sur le temps de l'Église et le temps du marchand, même si naturellement d'autres groupes sociaux à l'intérieur même de ce monde, dominés culturellement par l'Église, peuvent tenter de faire pression, d'imposer des rythmes différents liés à leurs propres activités, notamment artisanales ou marchandes. Mais l'articulation des durées telles que l'Église les pense, c'est-à-dire des heures orae des offices du jour, qui correspondent à 3 heures, en gros, de la semaine, sur le modèle divin de la Genèse, puisque c'est Dieu qui donne l'exemple en se reposant après la création, et qui donc impose le respect du repos dominical, des mois, qui sont très intéressants, puisque là, l'emprise de la culture païenne reste très forte. Le mois, avec le décompte des calendes, des ides et des nonnes, avec la durée de 30 jours ou 31 jours, au moins pour février, tout cela vient de l'Antiquité, vient du calendrier julio-claudien, mais ce calendrier est christianisé naturellement par la qualité donnée au jour, c'est-à-dire les fêtes chrétiennes, les fêtes des saints en particulier. Ce qui fait que même si on continue à compter en feria, hein, vous savez que c'est le cas encore au Portugal aujourd'hui, mais partout ailleurs ça s'est perdu, les ferias prima, le dimanche, segunda, le lundi, etc. En fait, on peut dire naturellement que c'est la 3e férie, etc. Mais surtout on dit c'est la Saint
Saint-Bernard, ou c'est la Saint-Martin, ou c'est la Sainte-Élisabeth aujourd'hui. C'est par le nom du saint donc que ce rythme la semaine. Hein. Et puis enfin, la conception symbolique du temps, c'est-à-dire ce jeu de correspondance entre tous les temps possibles, est quelque chose d'extraordinaire sur le plan culturel et de tout à fait singulier. Et je ne pense pas qu'il y ait d'autres, à ce que je ne sais pas tout, mais enfin, j'ai jamais rencontré, disons, d'autres cultures qui aient à ce point privilégié cette réflexion symbolique sur les correspondances des temps, c'est-à-dire le temps de l'histoire, de la création à la fin des temps, mise en correspondance avec le temps de l'année liturgique, mise en correspondance avec le temps du rituel, la messe, mise en correspondance avec le temps des saisons. Hein, et tout cela fonctionne dans un énorme système, une sorte d'énorme machine symbolique où tout cela joue. Hein. C'est pourquoi je vous disais, par exemple, à propos de l'Avent, hein, l'Avent mise en rapport avec la première étape de l'histoire de l'humanité. Et de même, nous sommes aujourd'hui dans la quatrième et dernière, on pense les médiévaux, nous sommes dans la quatrième et dernière étape de l'humanité, c'est-à-dire le temps du pèlerinage qui a commencé avec le retour du Christ au ciel, à l'ascension, et qui s'achèvera avec son retour sur terre à la fin des temps. Hein. Ce pèlerinage, il est dans l'année liturgique pensé comme la fin de l'année liturgique, c'est-à-dire depuis la Pentecôte jusqu'à l'Avent. C'est la fin de l'année liturgique. Voilà. Et tout cela peut se retrouver dans la vie du Christ. Les périodes de la vie du Christ sont elles-mêmes des sortes de métonymies de toute l'histoire de l'humanité, mais aussi de l'année liturgique. Et la messe elle-même, dans sa scansion en 4 temps, hein, introïte, enfin entrée, puis offrande, offertoire, puis canon, communion, et puis finalement séparation. Quatre périodes, enfin on peut bien sûr en trouver plus, mais il y en a en gros 4, je ne sais pas si je suis d'accord, enfin, en gros on peut dire qu'il y a 4 moments, en tout cas c'est pensé comme ça, est elle-même une sorte de reflet en miniature dans le temps de cette conception-là. Il y a une idéologie du temps là qui est absolument extraordinaire et qui est, je crois, un des grands apports de la culture chrétienne médiévale. Donc tous les rythmes doivent passer par là, hein, même si c'est pour en jouer, comme dans le cas d'Élisabeth de Schönau. C'est bien dans le rythme du calendrier annuel, année après année jusqu'à sa mort, qu'elle pense son expérience visionnaire. En même temps, elle en joue. Elle fait commencer ça non pas à l'Avent, mais à la Pentecôte. Alors ceci m'amène au dernier point, au dernier étage de la fusée, si j'ose dire, mais en précisant encore une fois qu'il s'agit simplement d'étapes de travail, hein, de moments de travail, et si possible d'ailleurs en les combinant. C'est toutes les formes d'appropriation, de réception, mais aussi par conséquent de jeu, voire de résistance ou de refus, que ces rythmes-là peuvent entraîner. Donc on peut choisir son insertion personnelle dans le temps du calendrier. Et c'est le cas de toute manière très légitimement. Dans chaque diocèse, les fêtes ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a un calendrier propre à chaque diocèse en fonction des saints locaux, des saints que l'on veut vénérer. Mais le calendrier, on peut aussi se l'approprier individuellement en y inscrivant les morts, la mémoria personnelle ou communautaire. Et on l'avait vu à propos de Ingeburge de Danemark, l'épouse de Philippe Auguste, qui inscrit dans son calendrier les obits de ses parents et de son amie Aliénor de Vermandois, dans un psautier. Donc, au temps de la prière du psautier, avec lui se combine le temps personnel de sa mémoria, qui fait qu'au mois de juin, à 2 jours différents du mois de juin, elle prie aussi pour ses parents, qui sont morts des années différentes, mais on ne sait pas l'année. Enfin, l'année n'est pas donnée, mais le jour est donné, parce que c'est le jour dans l'année, où l'on doit prier pour eux. Et bien sûr, c'est le système qui a été alors développé systématiquement par la culture monastique, et notamment à Cluny, avec la mémoria par excellence, c'est-à-dire celle des défunts, la commémoration des défunts,
qui sont tellement nombreux qu'on ne peut plus les inscrire dans le calendrier comme ça. Donc il y a des livres spécialisés qui permettent tous les jours de commémorer les centaines ou les milliers de morts inscrits dans le livre et qui doivent être ainsi commémorés. Et puis il y a naturellement d'autres modes d'appropriation, et en particulier penser au rythme sexuel, par exemple. Ça, je renvoie ici au livre de Flandrin, de Jean-Louis Flandrin, qui, dans ses travaux sur la sexualité, avait été amené pour le Haut Moyen-Âge à réfléchir au calendrier légitime des rapports sexuels durant le Haut Moyen-Âge, en travaillant sur les pénitentiels et en tenant compte de tous les interdits de relations sexuelles, au temps de carême, temps d'Advent, les 4 temps, aussi le temps de jeûne. Ça fait finalement beaucoup de jours. Et il en tirait même des conclusions démographiques sur un certain ralentissement démographique du Haut Moyen-Âge. Peut-être un peu aventureux, parce qu'enfin, les lois sont aussi faites pour être contournées. Donc, on ne sait pas exactement quel est le... Mais c'est vrai qu'il y a tout de même une pression, une morale en matière sexuelle qui est très forte et qui touche naturellement non seulement les périodes interdites du point de vue du calendrier, mais toute la question des menstruations, la question de craintes diverses, etc., qui font que les jours ouvrables, si j'ose dire, sont... Non, pardonnez-moi, c'est une très mauvaise plaisanterie. Les jours légitimes, licites, sont très réduits. L'appropriation mystique, les résistances aussi. Les résistances, notamment aux impôts, résistance aux impôts, résistance au temps de l'Église. Comment d'autres rythmes les rythmes sont contestés, ou comment d'autres rythmes peuvent être mis en place. Voilà à peu près le panorama d'ensemble, disons, de domaines sur lesquels je travaille, et j'aimerais travailler avec vous, sans prétendre évidemment cette année épuiser tout ça, parce que c'est très vaste.